Vous avez vu la différence entre les présidents avant et après leur mandat ? J'ai l'impression que gouverner, ça fatigue, quoi. Ben moi, je vous propose qu'on se penche un petit peu plus sur le sujet, qui est peut-être pas le plus sexy de l'année, mais qui est super important. Comprendre comment le gouvernement de la France s'est organisé après la Seconde Guerre mondiale. C'est parti pour une nouvelle anti-sèche. On va commencer par redonner un peu de contexte. En 1946, la France sort tout juste de la Seconde Guerre mondiale. La République a été abolie avec la mise en place du régime de Vichy pendant les 4 années de l'occupation. Il faut attendre la libération en 1944 pour voir le retour du régime républicain. Mais avant d'aller plus loin, on va revoir ensemble 3 définitions hyper importantes pour la suite. Ça fait jamais de mal. Premièrement, l'État. L'État, c'est une organisation permanente qui assure la direction politique et administrative d'une nation. Ici, c'est la France. Deuxièmement, le gouvernement. Le gouvernement, c'est l'ensemble des personnes qui exercent le pouvoir exécutif. Sous la Ve République, il s'agit du président de la République, Premier ministre et des ministres. Troisièmement, l'administration. L'administration, c'est l'ensemble des services et des personnes au service de l'État. Du coup, c'est bon, on est armé pour répondre à la grande question du jour. Comment la conception du rôle de l'État évolue en France depuis 1946 dans le cadre des 4e et 5e Républiques. La France sort affaiblie et divisée de la Seconde Guerre mondiale. Entre 1944 et 1946, le gouvernement provisoire met en œuvre le programme du CNR, le Conseil national de la résistance, dont l'objectif est de renforcer le modèle républicain sur des bases plus justes. Oui, parce que je vous rappelle que le régime de Vichy, c'est pas le top de la démocratie. Et quand je dis des bases plus justes, c'est par exemple la possibilité pour les femmes de voter pour la première fois aux élections en 1945. Une assemblée constituante élue en juin 1946 élabore alors une nouvelle constitution. Et je vous rappelle que la constitution, c'est le texte fondateur d'un régime politique. C'est la constitution de la 4e République. Elle installe ce qu'on appelle un régime parlementaire. Alors on l'appelle comme ça car l'essentiel des pouvoirs appartient à l'Assemblée nationale qui peut renverser le gouvernement. Des députés sont élus au scrutin proportionnel, ce qui aboutit à la présence d'une multitude de partis au Parlement qui ne peuvent gouverner qu'en réalisant des coalitions souvent instables. Ajoutons à ça l'opposition systématique du Parti communiste français, premier parti de France en 1947, et des gaullistes. Et cela débouche sur une instabilité ministérielle. 25 gouvernements se succèdent en 12 ans. Pour couronner le tout, les difficultés coloniales liées aux guerres d'Indochine et d'Algérie rendent le régime encore plus impopulaire. Mais d'un autre côté, malgré les nombreux changements de gouvernement, le personnel politique reste plutôt stable. Sur les 227 ministres de la 4ème République, 66 ont appartenu à plus de 3 gouvernements. Ça devait être bon à la cantine. Et surtout, la création de l'ENA par Michel Debré en 1945 permet de former des hauts fonctionnaires qui assurent la continuité de l'action publique. L'administration est alors très centralisée. Contrairement à la situation d'avant-guerre, sous la 4ème République, l'État est interventionniste. Par exemple, dès 1944-1946, une série de nationalisations des banques, des assurances ou des transports crée un grand secteur public, ce qui permet la modernisation du pays. Mais c'est aussi un État planificateur. Oh attends, c'est un État qui fait planer, c'est ça ? Non, ça veut dire qu'il va prendre des mesures pour aider l'industrie et l'économie à se développer au maximum. Comme avec par exemple la mise en place d'une planification indicative par Jean Monnet en 1946. Et c'est pour ça que l'INSEE est créé la même année. Mais tout ça ne fait pas pour autant de la France un pays socialiste ou communiste, parce que la planification, elle reste indicative et beaucoup de secteurs de l'économie restent aux mains des entreprises privées. Enfin, on parle aussi d'État-providence, c'est-à-dire qu'il a pour objectif de bâtir une société plus juste, fondée sur la redistribution des ressources. La sécurité sociale est créée en 1945 et le salaire minimum est instauré en 1950. Charles de Gaulle, ça vous dit quelque chose ? Charles de Gaulle Airport ? Le général Charles de Gaulle. I don't know. Il revient au pouvoir en mai 58. Le moment m'a semblé venu. Du fait de la grave crise algérienne. Il fait approuver par référendum une nouvelle constitution le 28 septembre 1958. C'est la naissance de la 5e République. La République sera bientôt réorganisée. Ce nouveau régime est à l'opposé du précédent car il est bâti sur la prééminence du président de la République et non plus du Parlement. C'est simple, en gros le président concentre de nombreux pouvoirs. Chef des armées, il nomme le gouvernement, propose des référendums et peut dissoudre l'Assemblée nationale par exemple. Mais il livre pas les pizzas non plus. Et à partir de 62, l'élection du président au suffrage universel direct donne encore plus de légitimité au président. Et puis ce nouveau régime instaure le scrutin majoritaire uninominal pour l'élection des députés. C'est un truc un peu technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet d'avoir une majorité stable pour soutenir le gouvernement. Mais la 5e République reste un régime semi-présidentiel, car les députés gardent un contrôle sur l'exécutif et peuvent renverser le gouvernement. Évidemment, cette présidentialisation, elle rencontre de fortes oppositions et de fortes critiques, qualifiant parfois le pouvoir du président de monarchique. J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. C'est l'une des grandes critiques des manifestations de mai 1968. Les célèbres révoltes étudiantes et les grèves paralysent tout le pays et révèlent le mécontentement du peuple français. Et malgré la victoire de son parti aux législatives anticipées, De Gaulle démissionne
en 1969. De Gaulle quitte la présidence du gouvernement. Le système, lui, ne change pas et le nouveau président, Georges Pompidou, continue d'exercer le pouvoir dans la lignée du général de Gaulle. On se retrouve alors avec un État à 3 facettes. Un État entrepreneur, car De Gaulle puis Pompidou conservent le rôle central accordé à l'État dans la direction économique du pays par la 4ème République. Il soutient alors des projets comme le nucléaire, l'informatique, les transports ou la conquête spatiale, comme par exemple avec la création du centre spatial guyanais à Kourou en 68. 2. Un État aménageur, car avec la création de la DATAR en 1963, l'État prend en main l'aménagement du territoire. Le but, c'est de corriger les inégalités régionales, encadrer le développement des agglomérations et moderniser le territoire, comme avec la création du grand ensemble balnéaire de la Grande Motte ou d'un boulevard périphérique à Paris. Et enfin 3. Un État acteur culturel, avec la création en 1959 d'un ministère des Affaires culturelles confié pendant 10 ans à l'écrivain André Malraux. Son but est d'assurer la protection du patrimoine tout en favorisant la création contemporaine. L'opinion publique est très mécontente suite aux nombreuses difficultés économiques qu'elle traverse depuis la fin des 30 Glorieuses. Et les gouvernements qui se succèdent ne parviennent pas à trouver les bonnes solutions. Résultat, on assiste à un changement de majorité politique à presque toutes les élections depuis 1981 et l'élection de François Mitterrand, candidat de gauche. C'est ce qu'on appelle l'alternance. Le pays connaît aussi 3 cohabitations. Alors une cohabitation, c'est quand le président et le premier ministre ne sont pas du même bord politique. Et ça se passe généralement aussi bien qu'une coloc avec ton pire ennemi. Chirac et Balladur comme Premier ministre de Mitterrand, puis Jospin avec Chirac en 95. Mais au fil des années, une défiance croissante vis-à-vis de la classe politique se fait sentir pour 2 raisons. 1. Un manque d'efficacité supposé des dirigeants, et 2. La révélation de 2-3 scandales. Et cette défiance, ça se traduit par une montée de l'abstention et du vote protestataire, ce qui bouleverse complètement le paysage politique français. C'est comme ça que lors des élections présidentielles de 2017, les 2 partis historiques français, de droite et de gauche, se sont retrouvés balayés au premier tour par le Front National et En Marche, le nouveau parti créé par Emmanuel Macron. Enfin, l'exercice du pouvoir il est rendu plus difficile par les revendications de l'opinion publique, qui est très sensible à la question des réformes sociales, comme par exemple la Manif pour tous, mouvement créé pour protester contre la loi Taubira pour le mariage pour tous en 2013. Et plus récemment, vous n'avez pas pu passer à côté du mouvement des Gilets jaunes qui a commencé en novembre 2018 et qui illustre bien la crise de confiance des citoyens envers les partis politiques et plus généralement envers l'État. Arrivé au pouvoir en 81, la gauche initie ce qu'on appelle la décentralisation. La décentralisation, c'est le fait de transférer des compétences de l'État aux échelons en dessous, comme les régions ou les départements. Ce sont notamment les lois Defferre, de 82 et 83, qui mettent ça en place. L'État délègue alors une part croissante de ses compétences aux régions, comme la gestion des lycées ou des routes. Donc si ton lycée ne sert pas assez de frites, tu sais à qui te plaindre. Au début des années 2000, la droite poursuit ce mouvement de décentralisation. Et en 2003, la décentralisation devient carrément un principe constitutionnel. Pour commencer, l'État il est contesté par le mouvement de libéralisation de l'économie et par la mondialisation. Car avec la fin des 30 Glorieuses, l'interventionnisme de l'État est remis en cause par les partisans du néolibéralisme qui triomphent aux USA et au Royaume-Uni et ils appellent à un désengagement massif de l'État dans le champ économique. Et vous savez ce qu'on cultive dans le champ économique? Du blé? C'est dans cette optique que François Mitterrand opère dès 1983 ce qu'on appelle le tournant de rigueur, c'est-à-dire le désengagement progressif de l'État sur le plan économique. Puis c'est au tour de la droite, en 1986, de voter de nombreuses privatisations. C'est le transfert d'une entreprise publique au secteur privé. Le rôle de l'État, il est aussi remis en cause par la mondialisation et l'essor des firmes transnationales. Et clairement, tout le monde n'en profite pas. Cela entraîne par exemple des délocalisations et des fermetures d'usines contre lesquelles l'État semble impuissant. Ils nous envoient notre travail dans les pays étrangers parce qu'ils disent qu'on est trop payé, mais 6300 balles en 30 ans, je trouve que c'est une misère. Évidemment, ce désengagement de l'État et cette absence de contrôle sur l'économie, elle provoque le mécontentement des travailleurs qui perdent leur boulot. Mais l'État, il est aussi remis en cause par la construction européenne. Tout simplement parce qu'avec le choix d'adhérer à la construction européenne, la France abandonne une part croissante de souveraineté au profit des institutions communautaires. Et cette intégration qui s'est renforcée dans les années 80, elle est mal vécue par une partie de l'opinion publique. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur que la nation et le modèle français disparaissent au profit de l'Union européenne. C'est par exemple l'adoption limite en 92 du traité de Maastricht quand les Français ont été consultés par référendum. Et c'est à ce moment-là qu'a été décidée la mise en place de l'euro. Mais malgré son recul, l'État reste quand même bien dans le game. Vous voulez des preuves ? Déjà, c'est le premier employeur du pays avec 5 millions de fonctionnaires. Ensuite, il assure quand même la protection sociale de la population avec la sécurité sociale ou le RSA, sans compter qu'il met aussi en place des grandes politiques nationales, comme dans le domaine de l'environnement par exemple. Et enfin, il continue de favoriser les politiques culturelles, avec par exemple la construction de la pyramide du Louvre, la création des journées du patrimoine ou de la fête de la musique. Et ça défonce. Enfin, la plupart du temps. Bon, on peut dire que l'histoire politique de la France de ces 50 dernières années, elle est pas simple. Et vous savez quoi ? Ça vaut bien un petit récap.
Si jamais vous tombez sur ce sujet au bac, voilà le plan que vous pourriez proposer. 1. La refondation de l'État républicain, avec A. Un régime instable, B. Mais qui consolide un État fort qui étend son champ d'action. 2. L'État gaulien, de 1958 aux années 70, avec A. Le renforcement du pouvoir présidentiel par la constitution de la 5ème République, et B. Un État fort et interventionniste. Et enfin 3. L'érosion du pouvoir de l'État, avec A. Une opinion publique qui doute, B. La montée en puissance des régions, C. L'État contesté, D. Mais quand même présent. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Force et courage pour la révision. On a parlé de la République, maintenant on va parler de l'arrêt, cette vidéo. Vous êtes au collège ou au lycée, bah ça tombe bien, on a créé l'Anti-Sèche pour vous. On a tout ce qu'il vous faut pour réviser, alors abonnez-vous.